Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode d'On s'en mêle. Aujourd'hui, on va se mêler des terres empoisonnées avec mon invitée Jessica Mignat. Bonjour à tous. Alors Jessica, est-ce que tu peux un peu te présenter? Alors moi je suis Jessica Mignat, je suis étudiante en école d'architecture en dernière année, donc justement je passe mon oral de confirmation de PFE lundi prochain, donc ça confirmera que je serai architecte à la suite de cet oral-là. Et sinon après, je suis une jeune femme guadeloupéenne âgée de 22 ans, bientôt 23 au mois d'août. Et je suis passionnée en fait d'architecture et aussi d'environnement. Et surtout, je sensibilise en tout cas sur le cas du chlordécone, qui est un pesticide qui a été répandu aux Antilles dans les années 60-70 et qui aujourd'hui continue d'empoisonner la population guadeloupéenne et martiniquaise à ce jour. Merci Jessica d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Donc je t'ai invitée plus particulièrement dans le cadre de ton mémoire actuel d'architecture qui parle justement de possibles solutions ou éventuelles recherches concernant la dépollution face au chlordécone. C'est ça. Ton mémoire s'intitule Île Guadeloupe entre de l'eau-là, Tella et Poison-là. C'est ça. Donc pour la traduction, en fait, donc en français, c'est les îles Guadeloupe entre l'eau, le sol et le poison, et le pesticide plutôt. J'ai l'appelé poison puisque en fait c'est comme ça que nous en tant que Guadeloupéens et Martiniquais en fait on le ressent actuellement, que ce soit dans le sol mais aussi dans notre chair aussi. Et c'est un poison en fait qui sévit depuis déjà plus d'une cinquantaine d'années. Et en fait, je pense que aussi, à travers en fait ce mot-là, on a exprimé en fait un espèce de ras-le-bol, surtout au vu des dernières informations qu'on a eues par rapport au procès du chlordécone qui a terminé encore sur un non-lieu. Donc là, à partir de là, je pense que dans les prochains jours, dans les prochains mois, on va connaître en fait une phase de manifestation, parce que là, à l'heure actuelle. Des choses, on est sur un non-lieu et en fait donc les personnes qui ont engagé cette procédure souhaiteraient qu'on fasse directement en fait monter ce procès à la Cour de cassation, donc qui est la plus haute cour en fait française et européenne en fait pour juger en fait des procès qui ont une importance en fait environnementale et sociétale aussi, et au niveau de la santé. Et en fait on peut plus en fait s'arrêter à une procédure judiciaire je dirais banale ou normale, et on a besoin en fait de faire monter ça en cour de cassation. En tout cas, j'espère que ça va aboutir, puisque je pense que ça fait des années en fait qu'on se bat contre le chlordécone, contre ce sujet-là, contre les personnes en fait qui ont induit ça en fait directement sur le territoire. Et je pense que ce ras-le-bol se fait ressentir, et limite on commence un petit peu à abandonner, à fatiguer. Donc c'est assez important aussi. Comme tu le rappelles, c'est un véritable scandale. Est-ce que tu peux davantage situer, déjà plus définir le chlordécone, resituer dans quel contexte ça a été introduit aux Antilles et en quoi c'est un véritable poison? Oui. Alors, pour recontextualiser, en fait, le chlordécone est un pesticide organochloré en fait qui a été créé aux États-Unis à l'époque en 1952 ou 1956 dans ces eaux-là, donc qui a été breveté par une société donc privée, et qui après a été commercialisé dans les années 58, fin des années 50, donc 58, où du coup il a été commercialisé sous le nom de Kepone. Par la suite, l'usine en fait de création du chlordécone c'était située près de la rivière Chesapeake en Virginie. D'accord. Et donc à ce moment-là en fait, comment je dirais ça, il y a eu un petit problème en fait dans cette usine-là. Il y a eu un accident, une explosion qui a fait que en fait les particules de chlordécone se sont répandues dans l'air et aussi dans l'environnement, ce qui fait que ça a empoisonné les ouvriers, mais aussi l'environnement alentour. Donc on a pu le voir en fait avec des poissons en fait qui ont été empoisonnés, ou même qui flottaient en fait au-dessus de la rivière Chesapeake, et aussi au niveau des terres agricoles autour. On a vu que en fait les taux étaient explosifs de chlordécone, et à partir de ce moment-là, le chlordécone a été interdit
dans les années 70, donc 1975 entre parenthèses. Et donc du coup, en fait, les États-Unis ont envoyé à d'autres pays, dont la France, puisque en fait la France a été intéressée justement par ce produit, puisque de base c'était un produit qui a été créé pour lutter contre les nuisibles agricoles. Et en fait, après donc tout ce scandale, les scientifiques ont envoyé des télégrammes en France pour prévenir donc les Français de ne pas utiliser justement ce pesticide parce que c'est très toxique en fait pour l'humain. Et à partir de ce moment-là, la France, comme à son habitude, a fait l'autruche, puisque à ce moment-là, dans les années 70-80, la production de la banane, a commencé à se développer donc sur le territoire martiniquais et guadeloupéen, et c'était très florissant. Sauf que un petit insecte s'est invité, donc le charançon du bananier, qui a fait que en fait la France a trouvé pour solution d'utiliser le chlordécone malgré toutes les interdictions en fait qui avaient été données. Et aujourd'hui en fait les répercussions près de une soixantaine d'années plus tard, les répercussions sont aussi dévastatrices que la première fois où il a été répandu sur le sol, quoi. Donc ouais. Voilà, c'est ça. C'est une véritable crise sanitaire. Hein. Oui, clairement. C'est une véritable crise sanitaire parce qu'aujourd'hui, c'est un perturbateur endocrinien, surtout chez la femme enceinte. Quand elle allait ou quand du coup elle est enceinte, le chlordécone en fait se transmet à l'enfant. Donc on a des développements cognitifs qui sont retardés, les développements du cerveau qui ne sont pas bien faits, toutes ces choses-là, des malformations, des naissances prématurées. Et puis après, du coup, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, en fait, il y a des altérations aussi au niveau physionomique. Que ce soit au niveau de l'appareil génital de l'homme ou de la femme, ou aussi on a donc des pathologies aussi qui se développent sur l'infertilité, que ce soit du côté de la femme et de l'homme, et aussi on va dire le plus grand sujet qui s'apparente au chlordécone en termes de maladie, c'est le cancer de la prostate, puisque en fait même si on représente genre 0,05% de la planète, avec la Martinique et la Guadeloupe, on est quand même en tout cas combiné, on est le plus haut taux de cancer de la prostate au monde. Je sais pas si tu te rends compte du truc, alors qu'on est deux petites îles presque invisibles, on est des grains de sable en fait à l'échelle de la planète, et on représente vraiment les plus hauts taux de cancer de la prostate au monde. C'est dingue quand même, en tout cas pour une population aussi réduite, c'est incroyable. Donc on ne peut que se poser des questions par rapport aux répercussions du chlordécone sur la santé, et c'est un vrai sujet en fait. C'est en tout cas très pertinent d'avoir choisi ce sujet pour un sujet d'architecture. C'est vrai qu'on a plus l'habitude de l'aborder sous l'angle sanitaire ou juridique, du coup, avec toutes les procédures qui sont en cours depuis des années. C'est ça. Donc, je voudrais savoir, est-ce que du coup, toi, tu as vraiment une volonté d'aborder une approche plus territoriale? Oui. Et explique-nous en gros pourquoi tu as choisi ce sujet comme sujet d'architecture. Alors ce sujet-là, en fait, pourquoi j'ai choisi le chlordécone? Parce que ça part en fait de mon retour au pays que j'avais fait en fait c'était au mois de juillet, mais du coup il y a 2 ans. Et en fait j'étais dans la cuisine avec ma grand-mère. Et en fait, le matin, quand on s'est réveillé, on a vu qu'il y avait l'eau, mais l'eau était une couleur un peu bizarre, tu vois. Et en fait, à la radio même, en fait, on passait du coup les prévisions météo et aussi pour l'eau, la qualité de l'eau, en fait, tellement en fait la situation est grave. Ils ont créé en fait sur RCI une marge de prévision donc pour la qualité de l'eau, si on peut la boire ou ne pas la boire. Et en fait, à ce moment-là, ils nous avaient dit qu'on pouvait pas boire l'eau dans la commune de Sainte-Anne, du Gosier et puis dans le sud Basse-Terre, puisqu'on avait des taux de chlordécone explosifs et c'était pas possible de l'utiliser, même pour se brosser les dents, tu vois. Et à partir de ce moment-là, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment on peut trouver en fait est-ce que c'est possible de trouver une idée, que ce soit de manière architecturale ou spatiale en fait, pour réussir à initier en fait une technique de dépollution douce en même temps permettant aux habitants en fait d'y participer, tu vois, parce que c'est pas que les scientifiques, c'est pas que les agriculteurs, il y a vraiment des acteurs locaux en fait qui sont là, qui peuvent en fait aider à cette dépollution. Et je me suis posé cette question-là et en profondeur. Donc d'abord j'ai eu une phase de débroussaillage, donc connaître un petit peu plus le sujet du chlordécone, me renseigner, même si je le connaissais déjà un peu plus, mais fouiller dans les petits papiers, aller dans les archives de France. Bon, là aussi, ils ne m'ont pas trop aidé parce qu'ils m'ont dit
je le dis très clairement, j'y suis allée et ils m'ont dit clairement, j'ai demandé justement ce fameux télégramme en fait que les États-Unis ont envoyé à la France pour avoir une preuve en fait. Et ils m'ont dit ah mais on est désolé concernant ce sujet-là, comme on a déménagé les archives publiques dans un autre bâtiment, du coup il y a certains documents qui ont été perdus, surtout concernant ça, on peut rien faire pour vous aider. Surtout le chlordécone. Surtout le chlordécone. Du coup je me suis dit ah waouh quelle coïncidence. Du coup j'ai lâché l'affaire concernant ça et je me suis du coup plutôt basée en fait sur les recherches scientifiques. Donc c'est mon travail se base en fait sur des projets scientifiques et à partir de ce moment-là en fait j'ai décidé de créer pour mon PFE donc dans la commune donc de Capesterre-Belle-Eau donc un complexe médico-socio-environnemental du chlordécone donc qui se divise en 3 phases. Donc la phase sociale où on vient se renseigner sur le chlordécone parce que mine de rien, je me suis renseignée en fait auprès de la population et c'est quelque chose de très tabou, c'est un sujet de très tabou. Et en fait, soit on a du mal à en parler, soit ça suscite vraiment en fait de vives émotions chez les gens. Et donc du coup, je me suis dit donc sur le côté social de pouvoir se renseigner, qu'est-ce que c'est exactement le chlordécone, comment en fait on peut savoir si notre terre en fait est touchée, puisque finalement c'est aujourd'hui on a le Sud Basse-Terre donc qui est touché en tout cas dans le sol. La Grande Terre n'est pas trop concernée, mais on a quand même trouvé des traces au niveau du sol. Et sinon après c'est l'eau en fait qui est constamment contaminée par ça et aussi les côtes. Donc pouvoir se renseigner sur ça, pouvoir en fait voilà se renseigner à travers des brochures etc. dont une que j'ai créée dans le cadre de mon PFE. Donc qui explique la chronologie en fait de l'expansion du chlordécone jusqu'à du coup la reconnaissance de l'État en fait dans une partie de sa responsabilité et du coup derrière on a donc les causes donc l'avalanche des pathologies justement du développement en fait du chlordécone donc sur le sol martiniquais et guadeloupéen. Donc le procès qui aboutit à un non-lieu. Donc j'ai fait un grand résumé du procès, mais succincte pour permettre aux gens qui ne sont pas trop sur ce sujet-là, qui puissent avoir quand même l'essentiel en fait de la chose. Et enfin les mesures qui ont été prises, donc le plan chlordécone 4, qui aujourd'hui, à mon humble avis, n'a pas trop abouti à des choses magnifiques pour nous aider. Mais quand même, c'est important de souligner, on va dire les initiatives et les choses qui ont été mises en place. Donc en fait, toutes ces brochures-là seront dans la partie sociale. Ensuite, il y a la partie donc médicale où on peut venir directement sur place, recevoir des soins de santé, être conseillé par des médecins de proximité, donc qui habiteront directement sur la parcelle, et aussi de pouvoir se faire dépister parce qu'il y a pas beaucoup de personnes qui le savent, mais on peut se faire dépister en fait sur le taux de chlordécone qu'on a dans le sang et c'est assez important de savoir en fait si par la suite on est sujette à des pathologies en fait comme le cancer de la prostate chez les hommes ou aussi l'infertilité chez la femme ou des problèmes utérins comme par exemple je sais pas l'endométriose ou des choses comme ça puisque c'est une conséquence aussi de cette contamination au chlordécone. Donc tout ça, on peut le faire donc directement sur place dans ce complexe médico-socio-environnemental. Et donc la dernière partie, on va dire du côté médical, donc c'est la mise en place de 9 logements. Donc 2 qui seront dédiés aux médecins qui habiteront directement sur place et 1 pour l'agriculteur. Qui sera sur place, je vous expliquerai pourquoi après, et donc 6 autres logements pour les personnes qui ont besoin de soins immédiats, qui ont des pathologies qui ont été découvertes dans l'immédiat et qui ont besoin de soins en fait pour le repos du corps, etc. Donc directement sur place. Voilà, et donc du coup la partie environnementale se concentre donc sur le fond de la parcelle avec du coup le développement comment je dirais ça, de champs agricoles qui nous permettent donc de dialoguer aussi avec leur chlordécone, savoir comment ils fonctionnent et aussi savoir en fait quelles plantes, médicinales ou pas, ou fruitiers ou pas, qui peuvent en fait initier en fait une manière dépolluante donc comme la phytorémédiation, des choses comme ça. Et en fait, on a plein de plantes dans le paysage guadeloupéen et martiniquais qui en fait ont des capacités donc d'emprisonner soit la molécule, soit de la détruire, soit de la faire se déplacer, soit de la neutraliser mais temporairement pour permettre à ce qu'elle puisse pas se déplacer dans le sol. En fait, j'ai fait une étude en fait sur justement ces plantes-là qui peuvent dépolluer. Genre par exemple quelque chose qu'on utilise au quotidien chez nous en Guadeloupe, c'est les graines de moringa. En fait, en tout cas chez ma famille, chez ma grand-mère et chez mon père, on a toujours utilisé les graines de moringa comme une manière de dépolluer l'eau.
Donc en fait, on met les graines de moringa dans une grande bouteille de 2 litres et en fait, on la laisse reposer pendant 1 heure. Et en fait, les graines de moringa absorbent justement tout ce qui est polluant, etc. dans l'eau et en fait rend l'eau presque saine en fait, donc potable et donc du coup c'est à partir de ça que donc j'ai fait des recherches, puis après j'ai découvert d'autres espèces qui ont des capacités beaucoup plus puissantes comme par exemple le roseau commun qu'on peut avoir près des rivières qui permettent d'oxygéner les rivières mais aussi en fait d'emprisonner par les racines tous les polluants. Donc voilà, elles ont des résistances à l'arsenic, au plomb, à toutes ces choses-là en fait, toute autre forme des polluants, aux hydrocarbures aussi. Donc voilà. Et voilà. Et donc du coup, à travers cette parcelle aussi, permettre aux personnes plus jeunes comme plus âgées de pouvoir avoir aussi recréer une certaine proximité avec le jardin créole et d'utiliser en fait les plantes au quotidien qui ont aussi cette capacité dépolluante comme la patate douce. Voilà, personne ne sait trop comment la patate douce fonctionne, mais voilà, la patate douce a des propriétés neutralisantes aussi. Donc toutes ces choses-là, donc tous les tubercules, etc. Comme par exemple le taro, mais comme on dit, on appelle ça la madère aussi chez nous. Donc aussi qui a ces propriétés-là. Et donc c'est incroyable. Et voilà, donc ce complexe médico-socio-environnemental est le sujet justement de mon PFE. Pour l'instant, c'est un sujet fictif, mais voilà, pour les personnes qui seront intéressées, la région Guadeloupe ou j'en sais rien, qui trouvent que ce projet peut être pertinent et qui peut aussi aider la population, ben voilà, mes DM sont ouverts, mes mails sont ouverts, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et en fait, du coup, c'est donc ce complexe-là, donc c'est l'antenne principale qui va se trouver donc dans la commune de Capesterre-Belle-Eau, mais du coup, il y a 11 antennes donc qui sont réparties donc au niveau territorial, donc dans la commune de Pointe-Noire, dans la commune d'Anse-Bertrand, dans la commune de Capesterre de Marie-Galante, il y a aussi Haut-Sainte et il y a aussi à Saint-Martin. Donc voilà, même si Saint-Martin n'est pas trop touché justement par le chlordécone, mais quand même c'est important aussi de pouvoir permettre aux gens de s'instruire par rapport à ce sujet-là et de connaître un petit peu plus que les îles voisines sont confrontées au quotidien. Voilà. Oui. Puis ça permet aussi peut-être à d'autres scientifiques, d'autres personnes qui peuvent apporter leur aide. Oui, non, c'est clair. D'ailleurs, j'aimerais saluer, bon, elle me connaît pas trop, mais j'ai lu, on va dire, toutes ces recherches. Sarah Gaspard, qui est du coup scientifique à l'Université des Antilles et qui elle développe en fait une manière en fait de dépolluer le sol avec la sargasse qu'elle donc réduit en charbon actif et qui par la suite pourra être répandue donc sur les sols et qui ce charbon actif donc a cette propriété de emprisonner la molécule de chlordécone pour qu'elle ne puisse pas se déplacer dans les nappes phréatiques, quand il pleut, lors des ruissellements, quand ça va directement dans la mer ou bien au niveau des rivières. Donc vraiment emprisonner à la surface du sol pour éviter en fait toute autre contamination. Donc ça veut dire les plantes ne seront pas contaminées s'il y a de nouvelles pousses qui sont sur le sol, etc. Donc en fait elle a découvert quelque chose de très ingénieux et j'invite à toutes les personnes qui regardent ce podcast à lui donner de la force et à lui permettre aussi d'obtenir des subventions pour justement ses travaux parce que en ce moment ses travaux sont un peu ralentis et ça sera pas trop l'État français qui nous aidera concernant ça puisque justement ils ont réduit les subventions concernant la recherche scientifique sur les îles ultramarines. Voilà. Okay. Ces recherches sont en cours du coup? Oui, ces recherches sont toujours en cours, oui. C'est très intéressant parce qu'on ne manque pas de sargasses. Oui, non, c'est clair. C'est clair, c'est vraiment une révolution en fait. Oui, c'est clair, mais vraiment, la sargasse, c'est toujours un autre sujet qui n'est pas lié au chlordécone, mais qui quand même fait partie aussi des choses qui commencent à empoisonner aussi au niveau de l'air. Donc oui, c'est bien qu'on puisse trouver des initiatives comme ça. Que ce soit au niveau aussi dans la construction. J'ai même vu qu'il y avait un Cubain récemment qui a permis à ce qu'on puisse transformer la sargasse en briques de construction pour des maisons anticyclones. Donc c'est génial ce qu'il fait et j'encourage aussi au peuple guadeloupéen de faire pareil puisque la sargasse, comme on dit, c'est pas ce qui manque. Mais voilà, il faut que les infrastructures en fait qui sont mises en place puissent permettre en tout cas qu'on puisse créer une production à la chaîne pour à la fois se débarrasser d'un nuisible, mais aussi apporter une contribution à peut-être une nouvelle architecture locale, qui sait. Donc voilà. C'est fort intéressant. Je vois que du coup ton retour au pays t'a vraiment inspiré. Oui. Tu as pu renouer avec des traditions. Oui.
et avoir des idées innovantes en fait finalement. Et du coup, je voudrais approfondir un petit peu au niveau de ce complexe, parce que c'est très intéressant, c'est bien pensé en 3 espaces. Les médecins que tu vois du coup participer à ce complexe seraient des médecins qui ont une spécialité dans la chlordécone? Alors je dirais oui et non, hein, puisque en fait moi je dirais ce sont des médecins en fait qui ont en tout cas cette vocation de s'intéresser aussi au sujet du chlordécone. Et en fait, comme on est en plein dedans, évidemment, on est un archipel où du coup en fait les médecins sont forcément de près ou de loin concernés par le chlordécone en fonction des pathologies en fait qui se présentent en fait chez leurs patients. Donc forcément, on est tous sensibilisés plus ou moins à ça, mais quand même ça serait important que je puisse accueillir sur ce complexe des médecins qui ont voilà cette sensibilité par rapport au chlordécone, aussi par rapport aux pathologies qui s'y développent, parce qu'en fait on a des pathologies aussi qui sont en pleine mutation aussi, donc on sait pas où ça va nous mener. Donc en fait des médecins aussi qui sont connectés justement par rapport au fait que le corps, et aussi plus on avance, les maladies aussi changent, mutent, et donc du coup qui seraient très sensibles à ça, et qui puissent aussi apporter leur pierre à l'édifice en créant peut-être aussi de nouveaux traitements. Donc en fait, comme je dis, c'est un complexe qui permet aussi donc à la fois aux habitants, aux scientifiques, aux agriculteurs donc sur place de venir aussi donner donc à cette espèce de bibliothèque géante des comptes rendus sur l'avancée du chlordécone, sur des cartographies en fonction des communes, pour savoir où on peut planter, où on peut pas planter, où il y a des zones qui sont en zone rouge, etc. Cette carte existe, mais que au niveau territorial. Et aussi après, bon, j'imagine que chaque année on fait des tests pour savoir si les taux de chlordécone augmentent ou pas. Mais quand même, ça serait bien que les acteurs locaux puissent aussi contribuer à ça. Donc oui. Donc ma vocation c'est ça, en tout cas pour ce futur complexe. Ça serait génial. Surtout du côté environnemental, ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a vraiment une volonté d'éduquer les personnes à acquérir de l'autonomie en fait dans leur rapport à ces terres empoisonnées. C'est ça. Leur décontamination, le fait de prendre soin d'eux en fait finalement. C'est ça, exactement. C'est vraiment un véritable acte préventif. Du coup, j'aimerais savoir en fait, est-ce que la population a vraiment est vraiment active dans cette démarche de se renseigner face au chlordécone, est vraiment conscient en fait de l'ampleur de l'empoisonnement et de l'ampleur du scandale en fait au quotidien? Bah oui, en fait, on est confronté à ça en fait au quotidien, que ce soit avec l'eau, hein, quand on nous dit oui qu'on peut pas boire l'eau dans le robinet parce qu'elle est empoisonnée au chlordécone, quand on nous dit que voilà la parcelle qu'on a achetée pour construire la maison, quand on veut chacun faire notre jardin créole ou notre jardin fruitier, on nous dit ah voilà cette parcelle elle a un taux de chlordécone. Voilà, on est confronté en fait de toutes parts par rapport à ça. J'imagine que la population donc est au courant. Mais sensibiliser, je ne sais pas. Sensibiliser, je dirais oui, mais en même temps non, puisqu'en fait, je pense que comme j'ai parlé de ce ras-le-bol, on est dans une phase où en fait, on entend trop parler du chlordécone. C'est ce qui est normal. On est sur une terre en fait qui a été empoisonnée, ce qui est normal. Et en fait, ça s'exprime oui par un ras-le-bol, on en a marre, et en fait, on a juste marre en fait d'entendre parler du chlordécone. On aimerait que ça change. On aimerait que notre sol soit dépollué, on aimerait être en bonne santé, surtout pour l'avenir de nos enfants, parce que oui, ça a des répercussions sur les années après, puisque même si le chlordécone en fait a été répandu dans les années 70, aujourd'hui la répercussion c'est sur 200 ans, c'est sur 500 ans quoi. Donc en fait les générations à venir en fait sont héritières d'une terre qui a été polluée et qui restera polluée pendant très longtemps si on ne fait rien, tu vois. Donc voilà en fait. Et comme je dirais que toutes les subventions en fait concernant les recherches scientifiques pour la dépollution ont été amoindries, quand on demande de l'aide justement pour des subventions, on ne nous en donne pas, ou en tout cas en très peu petite quantité. Alors c'est dur en fait de faire avancer la science et de faire avancer je dirais une technique de dépollution ou quelque chose en fait qui pourrait nous permettre d'avoir un peu d'espoir, quoi, tu vois. J'entends qu'il y a justement cette perte de confiance en l'État. C'est ça. Et est-ce que du coup, en proposant ce type de projet
voilà, ces initiatives assez novatrices. Est-ce que tu penses pouvoir contribuer à la reprise de confiance du peuple en ses capacités d'être en bonne santé sur le territoire? Eh bien, je pense que oui, hein. Je pense que ce sont des sujets qui sont assez novateurs, qui peuvent parler aussi à la population locale, comme la population locale est aussi, je dirais, engagée dans toutes les procédures, les manifestations, les animations qui sont culturelles, que ce soit par rapport, je sais pas, à l'héritage ancestral, je sais pas, le gros cas, la danse, etc. et tout. Je pense qu'elle peut aussi elle peut aussi manifester aussi son intérêt pour un sujet d'une ampleur pareille, où du coup on invite justement la population à venir donner son avis, à venir créer des débats autour du chlordécone, à venir se renseigner et aussi à peut-être initier des nouvelles manières en fait de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de savoir en fait quelle autre manière en fait comment en fait utiliser sa terre de manière différente, puisque même si on a le sol qui est pollué, il y a d'autres manières en fait de cultiver qui sont différentes. On peut cultiver à partir des arbres, on peut cultiver on va dire hors sol, c'est une culture hors sol où voilà, on utilise donc des espèces de tours végétales où du coup on fait grimper des plantes directement dessus et du coup on n'a pas ce contact en fait directement avec le sol, ce qui fait que ça nous évite en fait d'avoir des plantes, des tubercules, des plantes aromatiques qui soient aussi contaminées au chlordécone. C'est un peu ce que mon père fait. Déjà au quotidien, que ce soit pour les plantes ornementales et les plantes quotidiennement qu'on consomme dans la cuisine. Donc voilà, en fait, c'est vraiment se renseigner et permettre aussi à la population de participer, parce que j'ai l'impression en fait dans tout ce fouillis du chlordécone, dans tout ce procès, en fait, les personnes qui sont censées être concernées par cette contamination ne sont pas du tout invitées à témoigner. Il y a un côté aussi infantilisant à ne pas être impliqué clairement dans les décisions. Comme si on n'était pas capable en fait de s'exprimer sur ce sujet-là, et c'est aberrant en fait de voir ça, c'est insupportable. Et de ne pas avoir la visibilité sur ce qui est pris en compte ou non clairement dans ces décisions. Clairement. Ça fait 60 ans qu'on connaît ce sujet-là. Et il y a quand même pas mal de preuves scientifiques. Ah oui. Pas de causalité directe, mais en tout cas de très fortes probabilités d'implication dans le cancer de la prostate, dans les infertilités. C'est reconnu comme un perturbateur endocrinien de façon très sérieuse et ça, c'est pas du tout, c'est pas quelque chose qu'on peut démentir. Non, c'est clair. Dans les possibles solutions que tu abordes du coup dans ton mémoire, tu nous parles beaucoup du côté phytoremédiation. Est-ce que tu peux un peu plus développer ce côté-là, les plantes que tu as pu répertorier, leur degré d'efficacité ou pas, et qu'est-ce qu'on peut espérer en fait pour l'avenir? Oui, alors en fait, il faut savoir que donc on va dire j'ai répertorié 25 plantes qui ont une efficacité vraiment incroyable en fait contre la pollution, contre les hydrocarbures, mais aussi qu'ils ont des facultés de dépollution concernant le chlordécone. Et en fait, il faut savoir que les plantes, c'est pas une technique magique en fait. Faut pas quand on se dit oui, on va planter genre ces 25 plantes dans le jardin que ça va dépolluer genre directement du jour au lendemain. Non, c'est quelque chose où voilà, la nature prend son temps. La nature prend son temps et en fait, on doit permettre, même si ça prendra 100 ans ou 200 ans, mais ces plantes-là en fait sont là pour nous aider et d'initier en fait une dépollution donc passive, donc ça veut dire en fait donc dans le silence et sans en fait trop de désagréments plus tard, parce que si on se retrouve en fait, c'est à double tranchant, parce que si on se retrouve aujourd'hui avec une méthode infaillible où on peut dépolluer du jour au lendemain les sols, donc voilà, je sais pas, une technique au laser ou j'en sais rien, ou aux ultrasons avec les ondes, j'en sais rien, tu vois, une technique comme ça, ben en fait ça dépollue dans l'immédiat, mais on se retrouve aussi après avec un sol qui est radioactif, tu vois. Donc c'est à double tranchant ces techniques-là en fait de dépollution, et c'est pour ça que voilà, je me suis tournée vers les plantes, parce que déjà c'est quelque chose de naturel qui pousse directement sur notre territoire et qu'on peut utiliser en fait comme meilleur ami en fait. Le jardin créole fait partie de nos traditions ancestrales depuis déjà plusieurs centaines d'années, à partir de justement de cette période esclavagiste, et justement on a cet héritage en fait qui
constitué et donc voilà. Et là maintenant, en fait, je dirais pas que je donne un nouveau plan de son jardin, de comment constituer son jardin créole, mais voilà, avec les indispensables de ces 25 plantes, on peut quand même constituer en fait un havre de paix. Donc à partir du jardin créole où tu vois, si on les entretient et que les générations plus tard l'entretiennent, ben finalement ce jardin créole pourra grâce à ses graines du coup permettre de fertiliser à nouveau le sol, de pouvoir oxygéner le sol, de pouvoir dépolluer le sol et de manière très efficace, tu vois. Bon, comme je l'ai dit, ça prendra 100 ou 200 ans plus tard, mais quand même on aura de bons résultats en fait, sans que ça ait des répercussions stratosphériques comme on a pu le voir aujourd'hui. Donc oui, c'est un peu de ça que je parle dans ce mémoire. Et puis oui, voilà, cette relation avec les plantes aussi, je pense on a une relation très forte aussi avec les plantes aux Antilles comme dans la Caraïbe. Et c'est important en fait de retourner en fait à l'essentiel, de retourner en fait vers ce que Mère Nature nous donne, puisque finalement c'est la première qui nous nourrit et c'est la première en fait qui nous donne aussi les solutions pour qu'on puisse justement dépolluer notre sol. C'est juste que oui, comme ça prend du temps et aujourd'hui, ben la société avance vite. Ben des fois, on n'a pas le temps juste de respirer et de voir en fait ce qu'elle nous offre. Mais voilà. Ouais, ça paraît quand même être à portée de main finalement. Oui. Et comme tu le dis, ce sont des solutions sur le long terme. Exactement. Et qui permettent à court terme de purifier son eau. Oui, voilà, déjà. Voilà, c'est déjà une étape voilà, de maîtrise et d'autonomie, de prise en main en fait de sa santé, notamment en Guadeloupe. C'est à jumeler avec d'autres techniques plus rapides, mais qui peuvent avoir finalement des répercussions nocives aussi. Donc les deux ensemble permettront avec le temps, donc il faut être patient, toujours être patient en fait, dans les grandes actions de ce type. Cette idée de complexe, c'est beaucoup plus précisé dans mon année de Master 1 quand j'ai écrit mon premier mémoire, donc Au beau casse créole, aux abords de la casse créole, entre réinvention et superstition, donc qui est disponible aussi sur mon site et en libre accès. Et en fait, c'est à partir de justement en fait cette étude du jardin créole que j'ai mis donc dans ce mémoire en fait que je me suis dit mais Jessica, le chlordécone et le jardin créole sont aussi liés, donc fais-en un sujet de master, de PFE en fait. Et j'en ai justement parlé à mes profs, des profs qui sont aussi engagés en fait sur les causes environnementales et qui m'ont dit mais Jessica, il y a un potentiel incroyable. Et en fait, oublie pas d'où tu viens. Et en fait, n'essaye pas de faire entrer en fait les on-dit qui sont par rapport à ce sujet-là, puisque comme c'est un sujet tabou, on essaie justement de faire taire les personnes qui en parlent. Donc en fait, ils m'ont dit en fait de dépasser en fait ça. Je suis native de la Guadeloupe, je suis guadeloupéenne. En fait, c'est ça. J'ai du chlordécone dans mon sang, je vais pas le cacher. Donc en fait, je suis obligée de parler de quelque chose en fait qui me touche directement dans ma chair. C'est pas possible de fermer sa bouche et de ne rien dire. C'est pas possible pour moi. Exactement. Et puis comme tu le disais tout à l'heure, c'est important d'en parler. C'est important que les personnes concernées en parlent. Et le manque de courage ne sera jamais positif en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Et en plus, tu sais, tu me fais penser au fait, par exemple, mes parents vivent en Martinique. Et je pense que tout Martiniquais, en tout cas comme mes parents, en plantant des aliments dans leur jardin, se demandent toujours est-ce que je suis sur un terrain contaminé ou pas. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a en tête et dont on doit parler parce que ça impacte vraiment la vie quotidienne. Oui, non, c'est clair. De la plus petite chose dans la cuisine au tubercule qu'on mange. C'est ça. Je sais pas, la patate douce, la madère, le dachine, toutes ces choses-là, le taro, les épinards, tout ça en fait, c'est contaminé au chlordécone malheureusement. Mais aujourd'hui, on développe des techniques dont l'agriculture hors sol. Donc en fait, l'agriculture hors sol, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, on cultive en fait dans des bacs. Dans des bacs où on prend de la terre saine qu'on met dans des bacs et puis en fait on plante nos tubercules directement dans ces bacs-là et en fait ça nous évite d'avoir des aliments qui sont contaminés. Aujourd'hui, on a mis cette technique en place qui est efficace plus ou moins à grande échelle. Donc c'est une adaptation mais qui n'est pas satisfaisante. C'est ça, exactement. Est-ce que tu peux nous parler davantage du coup de l'histoire des jardins créoles? Moi, je dirais que les jardins créoles, en fait, ont commencé bien avant la période de l'esclavage, la période esclavagiste,
puisque en fait avant les îles de la Caraïbe, en tout cas en ce qui concerne Guadeloupe et Martinique, ont été peuplées par les natifs Caraïbes et Taïnos, qui sont restés. C'était les deux peuples majoritaires en fait qui se sont étendus en fait sur les îles de la Caraïbe. Et eux en fait cultivaient directement en fait le sol. En fait, ils avaient un don pour vraiment cette culture du sol, en tout cas pour les tubercules et aussi pour les plantes environnantes qui y sont. Donc en fait finalement, c'est le jardin créole. On va pas dire que le jardin créole était déjà bien défini, mais en tout cas on avait des traces. On a des traces en fait de culture par rapport à ces peuples-là. Mais après, la forme du jardin créole s'est beaucoup plus précisée justement pendant la période esclavagiste, quand les esclaves avaient donc des baraques ou vivaient dans des baraques ou bien dans des maisons pour chaque famille. Chaque famille en fait avait une maison et juste à côté constituait un jardin créole. Donc c'était constitué de plantes médicinales. Donc il y avait une partie pour les plantes médicinales, il y avait une partie pour les tubercules, il y avait une partie pour les plantes aromatiques. Et puis après c'est plus donc après l'arrivée des engagés indiens qu'on a commencé, on va dire entre parenthèses, à étendre ça à des arbres fruitiers, puisque bon les arbres fruitiers puisque pendant la période esclavagiste en fait les arbres fruitiers ça poussait en fait dans la nature. En fait on pouvait pas tellement faire pousser des arbres fruitiers directement dans le domaine où il y avait les esclaves, puisque en fait c'était essentiellement des monocultures. Pendant la période esclavagiste, c'était soit le coton, le café, voilà, l'indigo donc qui concerne que Marie-Galante et la Désirade pour le coup, mais en fait que ces monocultures là entre parenthèses. Et sinon après c'est par la suite que vraiment le jardin créole s'est agrandi, où on comptait les plantes aromatiques, les tubercules, les arbres fruitiers, les plantes ornementales qui sont venues après, puisque maintenant le jardin créole s'est étendu. Donc tu avais la petite parcelle du jardin créole, après tu as une grande parcelle où tu as les arbres fruitiers, et ensuite devant la maison tu as une parcelle qui est dédiée en fait à la culture des plantes ornementales, en fait, des plantes ornementales qui peuvent aussi se manger accessoirement aussi dans la cuisine, et pour la décoration aussi des gâteaux. Donc voilà, et aussi des senteurs comme par exemple, bon, c'est très rare, mais on pouvait retrouver aussi dans les jardins créoles aussi des pousses de vanille, genre pour des senteurs, etc. La muscade ou la cannelle. Bon, la cannelle, c'est un gros arbre quand même, donc on peut pas planter ça dans son jardin. Ouais. Mais voilà, en fait, c'est un peu ça en fait les origines du jardin créole. Donc oui, voilà, et c'est précisé justement pendant la période d'esclavagisme, mais quand même on en a retrouvé des traces en fait avant qu'il y ait cette colonisation. Voilà. Ok, en tout cas finalement c'est un bel héritage. Oui, c'est clair. C'est un bel héritage qui peut aussi aujourd'hui nous sauver. Ah oui. Puisque finalement le jardin créole, si ça n'avait pas existé, en fait on n'aurait jamais eu cette réflexion en fait sur la faculté en fait des plantes qu'on utilise au quotidien dans le jardin créole pour dépolluer nos terres. Et finalement en fait je pense que nos ancêtres savaient très bien que ça allait nous servir plus tard, donc je les remercie aussi de loin. Mais oui, voilà. les anciens avaient des connaissances oui. qui ne sont pas documentées dans les archives, mais qui se transmettaient de génération en génération. Oui, c'est ça. Et puis ce qui est triste aujourd'hui, c'est de voir un peu que les jeunes, il y a une partie des jeunes en fait qui s'y intéressent toujours, qui veulent s'instruire au niveau des plantes médicinales, etc. En tout cas, toutes ces choses-là. Et puis après, bon, il y a une partie des jeunes où je me dis, avec cette partie-là des jeunes, en fait, cet héritage risque de disparaître. Et en fait, je pense que aujourd'hui, on est arrivé à un stade où nos parents sont la dernière génération qui ont cet héritage culturel en fait, puisque comment je dirais ça, aujourd'hui, bon, grâce à la littérature, on a des livres justement qui parlent de plantes médicinales guadeloupéennes, etc. Mais de base, c'est un héritage qui est oral, donc qui est oral, et aussi avec la pratique quotidienne donc de ça. Donc par exemple, je sais pas, le zébafé, le doliprane, par exemple, nous chez mamie. On n'utilise pas de doliprane à la maison. Le doliprane pousse directement dans le jardin. Et en fait, le doliprane, en fait, si on peut comparer ça, c'est comme une feuille de gros menthe.
Et en fait, sauf que quand tu le casses, ça n'a pas du tout l'odeur de gros menthe. Donc tu sais très bien qu'en fait c'est du Doliprane. Ça a une odeur en fait, médicamenteuse quoi. Ça a une odeur médicamenteuse. Et voilà, donc t'as le Doliprane, t'as le Zebafet, j'ai oublié le nom. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, t'as plein de plantes comme ça, en tout cas qu'on a en tête, qui peuvent autant soigner, comment je dirais ça, des otites, qui peuvent aussi soigner les problèmes de reins, les problèmes de poumons, les pneumonies, les choses comme ça en fait. Et je me dis en fait que ça commence à disparaître puisque comme on est tellement habitué en fait à utiliser l'industrie pharmaceutique, etc., qu'on en oublie en fait qu'on a déjà le principal dans le jardin créole et qu'on se dit en fait que ce sont des plantes qui finissent juste par être décoratives et juste pour dire qu'on a un jardin créole pour un jardin créole et que finalement on s'occupe de recevoir en fait des traitements médicamenteux que les hôpitaux nous donnent. Je dis pas que c'est mauvais, hein, je dis juste que aujourd'hui, on peut retrouver toutes ces plantes naturelles qu'on met dans nos médicaments dans notre jardin créole et qu'il est essentiel justement d'entretenir en fait ce pourquoi en fait on existe et ce à quoi en fait on a hérité aujourd'hui. Oui, c'est ça. Après, il faut pas aussi oublier qu'il y a eu une forme de campagne de décrédibilisation de tout ce qui est soin par les plantes, naturopathie, et qui s'appuie sur le fait que qu'il n'y a pas suffisamment de preuves scientifiques suffisantes, alors que même pour avoir des preuves scientifiques suffisantes, il faut des financements, exactement, etc. Donc c'est un cercle vicieux et c'est ça. Et donc du coup, ce sont des belles démarches de retourner justement vers ces jardins créoles, vers ces plantes et de justement, comme tu disais, soutenir les personnes qui font des recherches pour qu'ils puissent justement enfin avoir la solidité dans les médias, la crédibilité qu'ils recherchent pour que les jeunes s'y réintéressent, continuent à perpétuer les traditions avec plus de conviction. Oui, c'est clair. Parce que, comme je l'ai dit, en fait, nos parents sont la dernière génération, en fait, qui nous ont transmis ça. Donc, en fait, c'est à nous aussi de prendre cette initiative, de aussi connaître ces plantes-là, puisque après, nos parents, en fait, nous, on aura cet héritage, mais cet héritage, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Et en fait, je me dis, en fait, qu'il y a plein de petites pratiques, en fait, médicinales qu'on a appris, en fait, dans nos familles qui commencent à disparaître. Genre, je sais pas, à l'époque, quand une fille avait ses règles et qu'elle souffrait de règles douloureuses, moi, je sais que ma grand-mère, elle achetait une grande bouteille de vin, elle faisait bouillir le vin avec de la cannelle et de la muscade, et ça faisait fondre les caillots de sang. Et du coup, ça faisait que du coup, on avait des règles normales. Et en fait, toutes ces choses-là, il y a aussi le quatre-côtés qui est aussi utilisé en Afrique et aussi qui s'est développé aussi dans la Caraïbe, qui permet aussi de résorber les fibromes et de faire disparaître aussi les kystes. Les kystes, voilà, les kystes. Exactement. Donc voilà, il y a tout et en fait il y a tout aussi une pharmacopée en fait qui s'est même développée autour de la femme en fait. Donc en fait, je trouve ça extraordinaire. Je me dis en fait, j'ai eu tellement de chance de grandir avec une famille qui est tellement à proximité de son jardin créole que en fait finalement on n'a pas forcément eu besoin d'utiliser genre des médicaments de fou pour être traité. Je me rappelle quand on avait des bosses ou des bleus, mamie on avait au bord de la route auprès de la voisine, des champs de belles de nuit. De belles de nuit. Donc, c'est des fleurs blanches qui tirent sur le rosé et qui font des petites graines noires. Donc, les fleurs de belles de nuit, en fait, fleurissaient que la nuit. Et en fait, mamie, elle nous demandait de prendre les feuilles et de prendre aussi la fleur, de la réduire en purée. Et ça servait de cataplasme, en fait, pour faire disparaître les bleus et puis les bosses, quoi. Tu vois? Donc, ça, c'est des choses, en fait, qu'on peut utiliser de base et qui ont des effets extraordinaires en fait sur la santé. Cueillir son médicament. C'est exactement. Et puis c'est surtout satisfaisant, oui, de cueillir et de savoir en fait directement les effets. Tu vois directement les effets, tu vois. C'est génial. Quelle amélioration tu imaginerais pouvoir proposer, pas forcément par ta propre action, mais quel aménagement tu imagines pour les institutions actuelles qui proposent des solutions? Moi, je trouve déjà la première chose qu'on devrait mettre en place, en tout cas en ce qui concerne le chlordécone, c'est permettre aux cliniques de proximité et aux hôpitaux de proximité de faire des dépistages massifs, de permettre à la population guadeloupéenne et martiniquaise de connaître son sujet et aussi de savoir, voilà, aujourd'hui, on est exposé à des pathologies qui sont très malignes,
parce qu'en fait, on a des pathologies justement qui sont là sous forme endormie et qui se développent en une seule fois. Et puis 1 mois plus tard, tu te rends compte en fait que cette pathologie, elle est déjà arrivée au niveau de sa phase finale et que finalement que t'as pas d'autres traitements ou sinon tu devras subir des traitements lourds pour faire disparaître cette pathologie, tu vois. Donc déjà de mettre en place un service massif de dépistage au chlordécone pour savoir et cibler les personnes qui sont déjà en détresse de santé, qui ont besoin de soins immédiats et de permettre justement à des logements qui sont directement sur place, de mettre à disposition de la population pour que les personnes puissent recevoir directement aussi des soins, tu vois. Donc déjà, premièrement, un dépistage massif. Deuxièmement, laisser la parole à la population, permettre à ce qu'elle puisse être informée, donner la voix en fait aux plus jeunes comme aux plus âgés, d'exprimer en fait leur expérience concernant le chlordécone, leur ressenti, et même discuter et dialoguer avec eux autour d'un débat pour savoir comment eux ils envisagent justement l'avenir en fait, l'avenir concernant le chlordécone. Est-ce que eux ils expérimentent déjà des techniques de dépollution, parce que j'imagine que je suis pas la première, tu vois, à en parler, et j'imagine que chacun on a tous peut-être trouvé des techniques de dépollution chez nous sans même le savoir, qu'on a mis en place et qui ont peut-être des capacités fortes. Donc, en fait, justement, de créer ce dialogue-là, d'ouvrir ce dialogue-là et de ne pas juste se retrouver dans des grandes salles où, du coup, ce sont des chefs d'entreprise, des trucs comme ça, qui parlent du chlordécone, mais que ce sont pas directement des personnes du peuple, en fait, qui en parlent, tu vois. Faut qu'on puisse inviter, en fait, les personnes du peuple à en parler, tu vois. Pas de créer des espèces de réunions où, en gros, c'est des grands scientifiques qui viennent de d'autres pays ou bien qui viennent de France, qui connaissent un petit peu le sujet, ou bien même s'ils connaissent le sujet, qui ne résident pas sur place et qui ne peuvent pas savoir la réalité des personnes. Donc vraiment, en fait, permettre à la population de participer à son propre avenir. Voilà. Okay. Clairement. Et j'aimerais savoir du coup, à la suite de toutes tes recherches, est-ce que ça a changé ton rapport au bien-être? Oui, ça a changé mon rapport au bien-être, déjà de consommer déjà beaucoup plus local, de valoriser en fait le travail des agriculteurs, des maraîchers, parce que c'est dur, de travailler sur une terre qui est chlordéconée, qui est empoisonnée, pour eux de trouver des techniques en fait à leur échelle en fait pour ne pas en fait nous vendre des produits en fait qui ont du chlordécone. Voilà, en fait, j'ai vraiment appris en fait à être à proximité de mon bien-être et du bien-être des autres aussi, et de contribuer en fait à ce que nos agriculteurs en fait puissent faire avancer les choses aussi, en tout cas à leur manière. Tu es vraiment dans un bien-être engagé. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et est-ce que du coup tu penses vraiment qu'on peut se focaliser sur une démarche de bien-être sur une terre qui est malade? Je pense que oui, hein. Je pense que oui. On a une population en fait qui est déterminée à ce que la situation s'arrange. Il y a des techniques qui existent déjà justement concernant ce bien-être-là à court ou à long terme. Donc en fait, les techniques existent déjà, les choses sont déjà mises en place. Donc oui, moi je crois fortement et je suis convaincue que on peut initier justement un mouvement de bien-être, même sur une terre qui est chlordéconée. De toute façon, on vit avec et on n'a pas le choix de vivre avec aujourd'hui. En tout cas, du coup, j'entends que toi, comme les populations des Antilles, n'ont pas du tout perdu espoir de retrouver une bonne santé, de retrouver un bien-être sur son territoire. C'est ça. S'il y avait une seule chose qu'ils devaient retenir du coup de tes travaux et de cette discussion, qu'est-ce que ce serait? Eh bien, je dirais, soyez à l'écoute de votre terre, soyez à l'écoute de votre corps aussi. Même si aujourd'hui, le combat est très long, il dure depuis déjà plus de 60 ans et officiellement plus de 20 ans avec les premières plaintes en 2006, qu'il faut pas se fatiguer. Je sais que c'est fatigant, c'est démoralisant quand on est confronté à des murs, mais c'est important de continuer à se battre puisque en fait, on laisse un héritage justement à nos petits-enfants et si ils voient que nous sommes battus justement pour des causes qui nous sont chères et pour faire évoluer les choses, pour qu'ils puissent venir dans un monde et être accueillis dans un monde où ils peuvent se reconnecter à leur terre. Je pense que c'est essentiel de continuer ce combat-là, continuer à en parler, continuer à sensibiliser. Allez vous faire dépister, c'est important aussi pour pouvoir prévenir les pathologies qui sont malignes et pour éviter qu'on se retrouve en fait dans des cas où
où les personnes sont dans des phases où on ne peut plus rien faire. Et moi, je trouve ça important tout ça, que l'on puisse aussi se soutenir entre îles sœurs et qu'on puisse aussi collaborer en fait entre nous deux pour savoir en fait comment proposer un avenir à nos enfants. C'est important. Voilà. Merci beaucoup. Je vais te poser une question de fin. Oui. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une vérité dans le bien-être que tu as mis longtemps à comprendre? Oui, je dirais écouter son corps. Parce que en fait, comme on dit, nous on a chacun une sensibilité en fait à notre corps, mais des fois en fait, quand on est focus sur quelque chose d'autre, on voit pas en fait que notre corps crie à l'aide, que notre corps en fait a besoin qu'on l'écoute, d'être attentif aussi. Donc en fait oui, être attentif à son corps, j'ai beaucoup en fait négligé cette partie-là. Moi je suis quelqu'un de base de très active, donc en fait quand je suis très focus sur ce que je fais, je ne vois pas en fait que mon corps m'envoie des signaux pour me dire là je suis sur le point de lâcher. C'est important que tu t'arrêtes, que tu prennes le temps en fait de voir ce qui ne va pas. Et comme on dit en fait, on a tous une petite puce à l'oreille qui nous dit en fait voilà, il y a quelque chose ça se passe bien, là ça va pas. Faut voir qu'est-ce qui ne va pas. Donc en fait quand on a ce petit bonhomme dans notre tête qui nous dit faut que tu ailles voir le médecin, cette petite puce à l'oreille qui nous dit il y a quelque chose qui va pas, faut toujours s'écouter. Toujours s'écouter. Et ça, j'ai négligé ça beaucoup quand j'étais plus jeune. Je me disais toujours, c'est rien. C'est rien, c'est rien. Et en fait, le c'est rien devient quelque chose. Devient quelque chose. Et en fait, oui, il faut pas négliger ça. C'est important, en fait, d'écouter son corps. Important de permettre aussi à ce que son corps puisse bien se développer, puisse bien avoir confiance aussi en son enveloppe. Et voilà. En tout cas, je te remercie Merci à toi d'avoir partagé toutes tes recherches, tes connaissances et puis tes riches réflexions. Merci à toi. J'espère qu'on pourra peut-être tourner un prochain podcast quand tu seras installé en Guadeloupe et que tu développeras ton projet. On fera sûrement un podcast sur cette structure. Oui, peut-être, hein, je l'espère. Pour l'instant, on n'est qu'à une phase expérimentale, mais voilà, si ça intéresse la région Guadeloupe de pouvoir créer ce complexe-là, n'hésitez pas. On croise les doigts. On croise les doigts. Je vous avais ramené donc quelques petites brochures que j'avais faites dans le cadre de mon PFE, qui présente l'ensemble de la thématique du chlordécone en faisant un retraçage thématique et aussi au niveau des dates pour avoir des dates précises justement, et aussi en ce qui concerne les mesures qui ont été prises, le procès et les causes en tout cas qui entourent le chlordécone. Il y a aussi donc une brochure sur le jardin créole, savoir comment cultiver un jardin créole, quelles plantes on peut mettre dans un jardin créole, et aussi savoir quelle technique de culture hors sol qui peut être mis en place pour éviter d'être contaminé au chlordécone, et aussi avoir quelques subtilités sur la fonctionnalité des plantes comme la phytorémédiation, qui est une technique de dépollution initiée par les plantes à travers cette brochure. Ensuite, il y a donc un fascicule, et vous aurez l'accès justement à 3 fascicules sur mon site, mais le 3e justement parle en fait donc de la monoculture et de la spécialité en Guadeloupe et en Martinique. Donc finalement toutes les monocultures en fait qui ont existé, donc pré-esclavage, post-esclavage et aussi in-esclavage. Donc voilà, on parle de la banane, on parle de la vanille, on parle du coton, on parle de l'indigo. Donc toutes ces monocultures ont existé en Guadeloupe et en Martinique. Donc vous pourrez retrouver tout ça dans ce petit fascicule. Et en dernier, vous pourrez retrouver mes 2 mémoires, mais surtout celui-là qui parle principalement du sujet du chlordécone. Est-ce que tu peux du coup nous dire le nom de ton compte Instagram et de ton site internet? Oui, voilà. Mon compte Instagram, donc c'est Arki le Média, si vous voulez retrouver justement des petits podcasts, des petites vidéos et publications donc qui parlent d'environnement, qui parlent d'architecture créole, qui parle d'architecture aussi décoloniale. Donc voilà, arki.lemedia. Et ensuite, mon site où vous pourrez retrouver tous mes mémoires, mes brochures et articles que j'ai écrits qui s'appelle JMC Art. Ok, et je mettrai tout ça en barre de description. Je te remercie et nous, on va se retrouver dans un futur épisode de On s'en mêle pour se mêler d'autres sujets de santé physique, mentale et sociale. Bye!